la question de l'atomisation du corps électoral. Grosso modo, chacun défend sa cause sans jamais et avec une certaine radicalité, sans jamais la relier à l'intérêt général et donc à faire les compromis qui sont nécessaires. C'est pour ça aussi que nous avons aujourd'hui une segmentation et une parcellisation, si j'ose dire, du corps électoral. Pourtant, il y a quelque chose qui est extrêmement frappant. Moi, je ne parierais pas, par exemple, sur l'affaiblissement permanent des grands partis de gouvernement, au moins aux élections locales. Et donc, comment vous expliquez cette déconnexion, cette disparition du champ national, en fait, du Parti socialiste et du LR sur cette séquence-là, et qui peut tout à fait être différent sur les législatives. Les législatives ou les élections locales? Parce que les élections Les, législatives confirment quand même globalement les élections présidentielles. les législatives et les élections locales. Ouais. C'est compliqué parce que vous dites, je suis pas sûr que malgré tout, les partis politiques continuent à proposer des programmes assez généraux. Par contre, effectivement, ce qui est frappant, c'est de voir que on est passé, ils sont peut-être moins catch-all party qu'avant, c'est-à-dire qu'ils s'adressent plus fortement qu'avant à une clientèle. Ils sont parce que c'est ça qui est un peu paradoxal, parce que d'un point de vue, c'est un retour en arrière, hein, parce que avant le catch-all party, c'était les partis de masse ou de cadre, et oui, qui étaient fortement liés à des intérêts. Et c'est parce que dans les années 60 et 70, la société se déconflictualise relativement qu'on arrive à ces partis qui s'élargissent. Alors, pour répondre à votre question, pourquoi ce décalage? Bon, moi, je pense quand même que, si vous voulez, ce qui explique quand même ce décalage entre la situation locale des partis politiques traditionnels et la situation nationale, c'est que la vie politique locale, elle fonctionne selon des rythmes et des logiques très différentes de la politique nationale. Hein, concrètement, si on prend par exemple les dernières élections municipales, qu'est-ce qui s'est passé lors des dernières élections municipales qui explique que la droite et le PS se sont maintenus et effectivement, il y a eu des changements, des alternances dans les vies écologistes. Parce que globalement, c'est pas parce que les maires locaux étaient socialistes ou de droite qu'ils ont été réélus, c'est parce qu'ils étaient sortants en fait. Et donc il y a une prime aux sortants au niveau local, il y a une prime à la continuité. Concrètement, j'ai beaucoup bossé sur les dernières élections municipales. Les dernières élections municipales, les maires socialistes n'ont pas du tout mis en avant leur étiquette. Pas du tout. Ils n'ont pas été élus parce qu'ils étaient socialistes. Ils ont été élus parce qu'ils donnent satisfaction globalement aux électeurs et que globalement, la politique locale, elle est notabilière, hein, elle fonctionne. Et donc, du coup, elle se reproduit finalement. Et finalement, un certain nombre d'électeurs se disent, bon, oui, bah, on est content de notre maire, on va. Et donc, il y a une espèce d'inertie ou de résilience de ces partis politiques parce que la vie politique locale fonctionne pas en fait sur les mêmes logiques. Et puis, attention, il y a aussi un autre élément qu'il faut quand même avoir à l'esprit. C'est l'abstention qui a été absolument colossale à ces élections territoriales. Hein. Les dernières élections municipales, il y a un Français sur deux qui a voté. Aux dernières élections départementales et régionales, c'est moins d'un Français sur deux. Et donc, c'est des personnes âgées qui ont voté, qui sont très légitimistes et qui amplifient. Donc, vous voyez, alors, et puis, effectivement, c'est parti aussi, pour terminer, ces nouveaux partis, en fait, ça ne s'intéresse pas du tout au local. Hein. Ça, c'est très, très caractéristique. LFI, LREM, mais aussi le Rassemblement national, c'est des partis présidentiels. Ça les intéresse pas, les élections locales. Ils veulent pas s'encombrer de barons, ils veulent pas s'encombrer, ils ont pas beaucoup de militants, donc ils sont pas adaptés, etc. Voilà. Je pense que c'est la combinaison de tous ces facteurs. Il y a peut-être un élément supplémentaire, c'est la fin du cumul. Bien sûr. La fin du cumul entre mandat législatif, entre mandat parlementaire, pardon, et mandat de président d'exécutif local, a certainement contribué à déconnecter encore plus le système politique local, à décorréler le système politique local du système politique national. Parce qu'auparavant, avec le cumul, il y avait quand même une articulation et même une confusion des deux légitimités, la légitimité locale et la légitimité nationale. Et paradoxalement, alors que le cumul contribuait assez fortement,
a appuyé sur la notabilisation des mandats locaux, hein, le maire qui était député ou le président de conseil départemental qui devenait sénateur. Le non-cumul a quand même marqué une cassure, je pense. Mais du coup, paradoxalement, alors que moi je suis favorable à la limitation du cumul, ça affaiblit le pouvoir parlementaire. Parce qu'il y a des députés qui sont du coup beaucoup plus influençables, ou qui ont moins. Là, concrètement, quand vous aviez un Gérard Collomb ou un Daniel Percheron au Sénat ou à l'Assemblée nationale, bah ils étaient là, ou à Juppé, ou et aujourd'hui, bon, les députés ont moins de capitaux politiques, quoi. Alors ceux qui seront réélus, peut-être, auront un peu plus de. Rémi Lefebvre, vous êtes auteur d'un livre qui s'intitule, si je ne m'abuse, Faut-il désespérer de la gauche? Et tout de même, pour revenir à ces élections, vous avez aujourd'hui 26 présidences de départements qui restent au Parti socialiste. Vous devez avoir 5 régions. Voilà, vous avez la capitale, plein de villes. Et donc, cet effondrement-là, alors non seulement comment vous l'expliquez, mais est-ce que la régénération du lien du politique au citoyen peut venir de la gauche? Parce que j'entends vos propositions sur les partis politiques, mais est-ce que le mode de scrutin doit être modifié? Comment on fait? Et est-ce que ça peut venir de la gauche? Ensuite, on parlera peut-être des partis politiques et des formes nouvelles des partis politiques, puisque vous avez tout à l'heure parlé de LFI, du Rassemblement national et de LREM qui seraient supposés ne pas vouloir de lien local. On en reparlera tout à l'heure. Ce qui est très frappant, et je trouve que là, le raisonnement vaut à la fois pour le Parti socialiste et LR, c'est qu'en fait, l'électorat de ces deux grands partis politiques, parce qu'un parti politique, c'est aussi un électorat plus ou moins fidélisé, cet électorat, c'est totalement dissocié, en fait. Et le PS, depuis 2017, il n'a pas réussi à récupérer les électeurs modérés sociodémocrates qui sont toujours chez Emmanuel Macron, hein. C'est quand même un phénomène majeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 35% des électeurs de François Hollande de 2012 qui continuent à voter pour Emmanuel Macron, alors même qu'Emmanuel Macron s'est objectivement droitisé. Donc, cet électorat-là n'est pas revenu au PS. Et puis, par ailleurs, il y a un électorat plus à gauche qui, lui, ne comprend pas, par exemple, le fait que Anne Hidalgo associe François Hollande, qui est un repoussoir pour cet électorat-là, pendant sa campagne. Et donc finalement, il y a les deux bouts de l'omelette, hein, pour prendre la métaphore de Juppé, l'omelette PS, et il reste plus qu'un petit noyau. Donc, c'est quoi le noyau des gens qui votent le PS? Ben, c'est les gens qui sont élus municipaux, les familles d'élus municipaux, les personnes âgées qui sont fidèles au PS. Donc, en fait, et LR, c'est un peu la même chose qui s'est passé. LR, les deux bouts de l'omelette, bah, c'est évidemment le bout centriste qui est parti avec Macron. Hein, là, on l'a vu, c'est très très spectaculaire. Et puis en plus le bout plus extrême qui est parti chez Zemmour, et donc peut-être encore un bout va partir. Et donc en fait, voilà. Et donc en fait, ce qui se passe, c'est que ces partis politiques ont perdu leur base électorale. Leur base électorale, c'est dissocié. Alors, comment ces partis peuvent se reconstruire? Moi, je dis pas qu'ils sont condamnés, ces partis. Il faut se méfier, parce que les partis politiques, ça dure, hein, comme le disait Michel Oferlé, un autre spécialiste, ça meurt longtemps. Un parti politique, regardez le parti radical, regardez le parti communiste. Bon, c'est des partis qui sont pas brillants, mais en fait, ça fait des années qu'ils continuent à exister. Et donc, et le Parti socialiste, quand même, sa force, c'est quand même malgré tout, à la différence de la France insoumise, c'est qu'il incarne en fait une gauche modérée qui est potentiellement aussi plus fédératrice, peut-être que par exemple que la France insoumise. Parce que ça, c'est aussi quand même la limite de l'organisation Jean-Luc Mélenchon. C'est bien qu'elle est assez polarisée, assez radicalisée, même si elle arrive à capter une partie d'un électorat écolo, mais à un vote utile. Bon, et donc attention, hein, concrètement, bon, qu'est-ce qui va se passer lors du deuxième mandat d'Emmanuel Macron s'il est élu dimanche?
Bon, est-ce que, par exemple, c'est un peu ce qui se trame, est-ce que le camp de Macron ne va pas devenir la droite? Parce qu'à ce moment-là, il y a peut-être un espace qui peut se reconstituer. Bon, c'est ce qu'espèrent les sociodémocrates, mais je pense que ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce que, effectivement, le problème aussi, et là, je termine juste sur votre question, c'est qu'en fait, on a un système aujourd'hui où la présidentielle crée des polarisations énormes, en fait. Et donc, comme on n'a pas de proportionnel, comme on n'a pas, comme les partis, comme les électeurs ne peuvent pas exprimer un vote de conviction, ils ont tendance en fait à aller vers le pôle dominant, et ça crée une situation. Et donc, en fait, je pense qu'il y a un problème institutionnel, évidemment. Justement, en parlant d'un pôle dominant et finalement que les gens se rallient, et en fait on parle même d'un vote utile, cette dynamique s'est quand même enclenchée à gauche. Quels peuvent être certains des facteurs qui ont fait en sorte que les gens finalement se sont dit bon, bah, ça va pas être autour du PS, ça va être LFI, mais finalement on est quand même solidaire de cette gauche en fait. Je pense que ça s'est passé comme ça, et tel que l'a décrit Rémi, parce que et Anne Hidalgo et Valérie Pécresse se sont trompées d'électorat, et elles ont eu une stratégie déficiente. Anne Hidalgo a voulu s'adresser à des électeurs plus à gauche que le PS ne les incarne, et Valérie Pécresse a voulu s'adresser à des électeurs plus à droite que ce que LR incarne. Je vous rappelle que Valérie Pécresse, au début, s'était félicitée, Valérie Pécresse, LR, s'était félicité, en ne le disant pas ouvertement, il s'était félicité de la présence d'Éric Zemmour dans la campagne, en se disant Éric Zemmour va balkaniser le vote Le Pen. Or, c'est pas le vote Le Pen que Zemmour a balkanisé, c'est le sien. Anne Hidalgo, c'est la même chose. C'est ce qui s'est passé. Elle s'est adressée, elle a, entre guillemets, tapé sur Mélenchon, alors que Macron lui a aspiré son électorat. En fait, les deux candidates se sont trompés. Leur stratégie électorale est déficiente. Alors, en effet, je suis tout à fait d'accord, ça ne veut pas dire pour autant que LR et le PS sont morts. Si aux prochaines élections présidentielles, ils ont des leaders ou des candidats aux élections qui sont un peu meilleurs stratèges, peut-être réussiront-ils à l'occasion des élections présidentielles, qui est en effet la mère de toutes les élections, pas pour le financement, tout le moins, mais qui est la mère de toutes les élections, peut-être qu'ils réussiront, à la faveur, a priori, du dernier mandat d'Emmanuel Macron, à se refaire la cerise, comme on dit, grossièrement. Si on regarde la situation chez nos voisins, et notamment nos voisins allemands, est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer de la manière dont les partis politiques aujourd'hui